Assemblée du marché Bon Secours. Discours prononcé par l'honorable Louis-Joseph Papineau. Première partie. Oui, messieurs de l'Institut canadien et messieurs de l'Association canadienne des townships, j'applaudis de grand cœur à votre proposition, au patriotisme éclairé qui vous l'a inspiré, à l'habile organisation que vous allez nous proposer d'adopter, aux persévérants et généreux efforts, par lesquels vous accomplirez votre sainte mission. Comme les mots Dieu et charité contiennent le symbole le plus concis de nos devoirs religieux, de même les mots honneur, patrie et nationalité contiennent le principe des plus hautes vertus civiles, le symbole le plus concis de nos premiers devoirs de citoyens. Je souhaite de toute l'ardeur des vœux les plus passionnés de mon âme, la perpétuité de cette précieuse nationalité. Notre patriotique clergé, dont je vois les premiers dignitaires ici présents, vous prête à l'unanimité son influence et son appui, c'est un gage infaillible de succès. J'y vois son chef, notre digne évêque si justement aimé et vénéré par tout son peuple et par tous les vertueux pasteurs, qui, à son exemple et sous sa direction, instruisent et édifient le peuple. J'y vois le supérieur de cette maison de Saint-Sulpice, sous les auspices de laquelle cette ville a été fondée, cette île a été défrichée, au prix du sang de ses prêtres, coulant à flots, mêlé à celui des premiers colons, nos vénérables ancêtres. Nos pères furent les martyrs volontaires de leur piété et de leur patriotisme. De leur piété, fondant ici une société régénérée qui, pendant une longue suite d'années, a présenté un spectacle d'innocence, de vertu, de fraternité, de périlleuse et infatigable industrie, tel que les annales ecclésiastiques n'offrent rien de plus édifiant, tel que les annales civiles et militaires n'offrent rien de plus chevaleresque dans la guerre, rien de plus audacieux et entreprenant dans les voyages de découverte, rien de plus persévérant dans les travaux de colonisation. Ils furent les martyrs volontaires de leur patriotisme, ceux qui voulant que, dans l'avenir, le beau nom de franc ou homme libre, de français, devint grand et impérissable dans le Nouveau Monde, comme il l'était dans l'Ancien, l'apportèrent dans la Nouvelle-France, sachant bien que, pour beaucoup d'entre eux, c'était venir tomber sous le casse-tête, ou être brûlé vif au fatal poteau de l'Iroquois. Je vois ici une assemblée plus nombreuse qu'aucune autre qu'il y ait eu en Canada avant ce jour. Cette présence inusitée des chefs de notre clergé, dans une réunion qui s'occupe d'intérêts temporels, vous révèle quel sera le zèle et le concours unanime et puissant de tous ses membres, est une manifestation qu'ils regardent cette œuvre comme une œuvre sainte, vitale et indispensable à la conservation du peuple qu'il chérit. Eh bien, ces recommandables ecclésiastiques, vous, ce torrent populaire accouru ici et qui nous garantit que le sentiment qu'il y appelle anime l'universalité de nos compatriotes, vous, généreux missionnaires irlandais, qui aimez vos frères adoptifs comme vos frères nationaux, comme en général ils s'aiment mutuellement, et qui avez le premier appelé l'attention du pays sur l'objet vital qui nous intéresse tout, le prochain établissement des townships, pour élever à la dignité de cultivateurs indépendants une foule de ceux qui autrement s'expatrieraient pour rester serviteurs à l'étranger, vous, forte jeunesse, l'espoir et l'honneur de la patrie, qui, à la voix du dévoué, de l'éloquent Monsieur Oreilly, avez commencé l'organisation de notre association, vous tous, et moi avec vous tous, avons la foi la plus vive, avons les convictions les plus intimes, que cette nationalité franco-canadienne est le premier de nos droits d'homme et de citoyen, le plus imprescriptible de nos droits naturels. La première cause des nationalités de chaque peuple, c'est la langue maternelle. Que chacun de nous se demande comment est né, comment a grandi son amour de sa nationalité, il saura comment est né, combien est fort cet amour dans les cœurs et la volonté des 600 000 frères dont il est, dans le Bas-Canada, une unité. Il nous est inspiré, dès nos plus tendres années, par les premières leçons de nos pères, par les premiers mots que nous avons balbutiés, papa, patrie, par la première page où nous avons éplé les mots Dieu, France, Canada. Ce n'était qu'un sentiment du cœur avant que nous ayons pu parler. Il s'est fortifié à mesure que notre raison s'est développée.
Il a grandi avec nous tous les jours de notre existence, pendant nos jeux avec les amis de notre enfance, pendant nos études commanditées dans la langue maternelle, dès notre première jeunesse, et qui doivent se continuer jusqu'à notre extrême vieillesse, avec nos premiers succès de jeune homme dans quelque carrière que nous soyons entrés, cléricale ou laïque, avec les heureux engagements du mariage, avec les joies et les douleurs, les jouissances ou les anxiétés que nous donne tour à tour la venue ou la perte, la santé ou la maladie, les succès ou les revers de nos enfants, avec les grandes joies du petit nombre de jours où la cause de la patrie a eu quelques légers succès, avec les douleurs déchirantes des jours plus nombreux de ses pleurs, si abondants, de son deuil si lugubre, que l'on peut dire d'elle aussi, elle a perdu ses enfants, et ne peut être consolée, parce qu'ils ne sont plus, de son veuvage si douloureux que, quoique le respect pour ceux qui ont souffert pour elle, soit une dette et un culte qui leur sont dus, il est mieux de le nourrir en nos cœurs et de n'en parler que rarement. Il a grandi pour moi, cet amour du pays, avec toutes les fortes émotions que j'ai éprouvées. Il grandira avec toutes celles que j'éprouverai, jusqu'au moment suprême où la dernière pulsation de mon cœur sera pour la patrie et la nationalité franco-canadienne. Et ma raison me dit que mes affections sont bien placées. Tout ce que j'ai appris par les hommes et par les livres, par l'exil et par les voyages, par l'observation et la réflexion, m'a convaincu que, sous les rapports de moralité, de bonnes manières et de talent naturel, il n'y avait pas au monde une nationalité meilleure que la nôtre. Si ces talents naturels ne sont pas aussi généralement cultivés qu'il aurait dû l'être, c'est la suite des décrets inscrutables de la Providence, qui, pendant les longues années de notre minorité, nous a placés sous la tutelle d'une puissance étrangère, éloignée, insouciante de nous, souvent inintelligente par ses agents locaux, sur les meilleurs moyens à prendre pour que ces talents naturels fussent fructueusement cultivés, longtemps hostiles à ce qu'ils le fussent du tout. Néanmoins, ils se sont développés avec un succès qui, dans tous les temps, nous a permis de soutenir avantageusement la comparaison dans la chaire, à la tribune, au barreau et sur le banc des juges, avec ce que les étrangers nous y ont montré de mieux. Cet immense service, nous le devons à nos collèges, dans les beaux établissements que les rois, l'Église et les particuliers, dans la grande et vieille France, et la piété de nos ancêtres, dans la nouvelle France, avec la plus prévoyante libéralité, avaient déjà fondé et doté, quand la colonie n'avait que 10 000 habitants, sur une échelle assez grande, sur une base assez solide pour bien fournir à tous les besoins de haute éducation, après qu'elle eut près de 200 000 habitants. Après que le mieux dirigé de tous nos collèges, celui qui nous était le plus cher par l'importance et l'éclat des services rendus, par le grand nombre d'illustrations canadiennes qu'il avait formées, le collège des Jésuites, nous eût été dérobé. Un gouvernement, banqueroute à ses devoirs envers nous, n'a pu payer pour loger ses soldats. Il a trouvé plus économique de chasser les enfants du sol, de l'enceinte où, depuis plus de 100 ans, leur père avait été formé à l'exercice de toutes les vertus, et instruit à bien servir la patrie canadienne, dans tous les États, depuis la noble profession de simple cultivateur jusqu'aux charges importantes de gouverneurs particuliers et de gouverneurs généraux. Les Longueuil, plusieurs fois gouverneurs particuliers dans le Canada, et gouverneurs généraux de la Louisiane, avaient étudié dans ce collège. Ceux d'Iberville, l'un d'eux, dont les exploits sont si brillants que, s'ils n'avaient eu lieu dans des temps récents, où le pyrrhonisme de l'histoire est impossible, ces faits d'armes paraîtraient impossibles et fabuleux, lui qui, dans une après-dînée, emporte 3 vaisseaux anglais, chacun d'eux plus puissant que le sien en grandeur, force d'équipage et nombre de canons, et qui n'aborde et n'enlève le dernier que pour voir à l'instant même le sien s'enfoncer et disparaître dans les flots de la mer, pour briller à jamais dans ceux de la gloire et dans les fastes du Canada. Lui qui a porté l'honneur et la terreur du nom canadien dans toute l'étendue de l'Amérique du Nord, depuis les glaces de son pôle jusqu'au feu de son tropique, par la crainte que commande l'héroïsme dans les combats et par l'illustration que confère le génie des découvertes dans les plus périlleuses et les plus habiles navigations. Il avait étudié dans ce collège.
Ses frères, les Maricourt, Châteauguay, Bienville, Sainte-Hélène, partant de Montréal en raquette, pour remonter l'Ottawa et pénétrer par terre durant plusieurs semaines de marche, et ensuite se faire des canaux, pour descendre à la baie d'Hudson, et là, enlever des garnisons plus nombreuses qu'eux, barricadées dans des forts munis de canons déchargés contre des assaillants, qui avaient consommé ce qu'ils pouvaient porter de munitions, pour se procurer, par la chasse, la nourriture nécessaire. Pendant un si long voyage, n'ayant plus, pour échapper à la mort par la faim ou par la mitraille, que la hache qui enfonçait ses forts, et faisant prisonniers hommes et canons, par des attaques aussi téméraires en apparence, et des succès aussi merveilleux et étranges que l'étaient ceux de leurs frères dans les eaux voisines, en vue les uns des autres, dans la joie du triomphe et dans le deuil de la mort de Châteauguay et d'un grand nombre des héros qu'ils commandaient. Ils y avaient étudié. Nos familles à nom historique y avaient étudié, tel que Joliet faisant pour la France la carte régulière du golfe Saint-Laurent, et avec Marquette son instituteur peut-être, allant sous la protection de la croix portée par le Père, du calumet de paix porté par le disciple, au milieu d'innombrables tribus sauvages, à la découverte du Père des grandes eaux. Ces premiers pionniers qui ont été, non en recherche chimérique de la fontaine de jouvence, ni en marche criminelle d'extermination contre les malheureux indigènes, comme l'avait fait Ponce de Léon, mais pour appeler ces indigènes à l'amour de la foi chrétienne et de la France civilisatrice, hardis pionniers qui voulaient que l'agriculture et les arts étalassent un jour leurs bienfaits dans cette vallée du Mississippi, et qui ont ouvert la route aux 8 millions d'hommes qui, depuis eux, ont marché sur leurs traces, et qui sont sans contredit, pour plus des 3/4 d'entre eux, la portion la plus heureuse qu'il y ait au monde de la grande famille humaine, avait l'un enseigné, l'autre étudié dans ce collège. Les Lotbinières, illustres dans la magistrature et dans les armes, dont l'un a élevé ses fortifications de carillons sous lesquelles sont venus s'abîmer 5000 des 12 000 hommes de troupes réglées et de milices qui attaquaient des troupes françaises et des milices canadiennes, formant à peine le quart du nombre de leurs braves assaillants présomptueusement mal dirigés par Abercrombie, y avaient étudié. Contrecœur, commandant à la Monongahela, mal engueulé des Canadiens, dont une poignée avait obtenu au fort Duquesne un succès plus grand encore, y avait étudié. C'est en cette occasion que, pour la première fois, parut avec tant d'éclat ce Washington, grand à son début quand il sauve les restes des forces anglaises, et plus grand encore quand, plus tard il les conquiert, les disperse ou les fait captives. Grande gloire militaire qui, comme celle de Bayard, fut toujours sans tache, sans peur et sans reproche. Les de Rouville, de Saint-Ours, de Repentigny, de Beaujeu, de Boucherville, du Chesnay, de Vaudreuil, gouverneur général de la Nouvelle-France, et un nombre infini d'autres Canadiens, les uns illustres dans l'Église, l'armée, la marine, les découvertes, les autres habiles dans les métiers et la culture, dans tous les rangs de la vie civile, avaient puisé dans ce collège national l'excellente éducation qui a tant contribué à l'utilité et à la gloire de la patrie. Toutes les familles aisées de toutes les paroisses du pays y envoyaient leurs enfants, qui, revenus au sein de la famille et de la paroisse, y ont formé ce caractère national qui a si souvent arraché même à l'étranger prévenu et, sous tous autres rapports, hostile, malvoyant, et voyant le mal qui n'était pas, l'aveu que les cultivateurs canadiens étaient, par leur manière un peuple de gentilshommes, par leur moralité et leur hospitalité un peuple patriarcal. C'est cette masse de beaucoup plus des 9/10 d'entre nous, qui n'a pas de motif, ni le désir, ni la possibilité de se métamorphoser de cœur ni de bouche, ou de se masquer à l'extérieur par des propos menteurs, étrangers à sa nationalité, qui la sauve, et qui assure sa perpétuité dans une grande partie des limites du Bas-Canada, que de proche en proche elle est destinée à peupler et à défricher. La plupart des comtés n'ont pas de famille anglaise établie dans leurs limites. Les masses n'y ont ni pressant motif, ni facilité prochaine d'apprendre l'anglais. Que cela vienne peu à peu par les voies de la persuasion, c'est désirable, mais que ce soit imposé par la loi ou par l'insulte,
ou par l'infériorité politique vis-à-vis de ceux qui ne parlent qu'une autre langue, c'est injuste autant qu'insensé. L'homme qui parle les deux langues est ici mieux qualifié pour tous les devoirs de la vie publique que celui qui n'en parle qu'une. En ceci encore les Canadiens avaient l'avantage du nombre et de la popularité près des masses, et là encore l'aveugle, l'étroite partialité d'un gouvernement de minorité, a mieux aimé la discorde et la pauvreté pour tout le pays que sa juste quote-part du pouvoir pour la majorité. Il dit aujourd'hui qu'il veut changer de conduite, il fait le contraire de ce qu'il dit. Qu'il se hâte de mettre d'accord la pratique avec les phrases, pour que les mots fatidiques, il est trop tard, ne deviennent pas vrais, qu'il se hâte, s'il ne veut pas détruire bien vite toute créance dans de fallacieuses promesses. D'autres pays ont des villes plus belles que les nôtres, aucun autre n'a d'aussi belles campagnes, aussi judicieusement distribuées en longues rues à établissements rapprochés. Cette méthode, mieux qu'aucune autre, peut vaincre les difficultés infinies de premier défrichement, d'entretien des routes, de dessèchement des terres par les fossés et par l'évaporation. Elle assure la fuite des animaux sauvages qui dévorent les moissons. Elle est enfin la meilleure de toutes pour nourrir l'esprit de sociabilité et de bon voisinage. Elle a puissamment aidé à l'établissement de cette pratique si générale, si utile et touchante, qui prévaut parmi nos cultivateurs et établit entre eux des sociétés d'assurance mutuelle, sans prime, sans acte d'incorporation, sans avocat ni chicane subtile, pour savoir si la société réparera le dommage souffert. Que l'ouragan renverse, que le feu du ciel, ou la négligence des hommes, occasionne l'incendie de la maison ou des bâtiments de quelqu'un d'eux, de tout le voisinage qui est nombreux, chacun apporte sa quote-part volontaire de bois, pierre, fer et travail pour qu'au plus vite son frère soit rétabli dans une maison et des bâtiments plus grands que ceux qu'il a perdus. Si c'est durant la moisson, lorsque sa récolte peut être détruite par le délai, le curé, après avoir donné un bon sermon du dimanche sur la charité, donnera un bon exemple de charité, en se mettant à la tête d'une grande foule, pour porter comme les autres sa quote-part de matériaux ou de travail. Il aura consolé une famille malheureuse, édifié tous ses paroissiens, mais hélas, excité la colère de quelque étranger, parcourant sa paroisse dans un marche-donc, et écrivant une page ingénieuse, sur l'horrible dépravation des Canadiens, profanant le sabbat. Elle rend enfin la fréquentation des écoles plus facile qu'elle ne l'est dans le système de plus grands lots de terre, moins régulièrement concédés et plus éparpillés sur de larges surfaces. D'autres pays ont des magistratures plus habiles et plus étrangères aux nominations et aux passions politiques, que ne l'ont été les nôtres, des barreaux, des notariats, des corps scientifiques et artistiques, supérieurs aux nôtres. Ceux-ci ont été découragés par le système étroit d'un gouvernement aveugle et ingrat, à qui notre nationalité seule, qui ne comprit pas en 1775 la justice de la cause des 13 colonies, a conservé un pied-à-terre en Amérique. Depuis plus de 80 ans, ce gouvernement complote et conjure la ruine d'une nationalité qui, alors comme en 1812, retarda la consolidation de toute l'Amérique du Nord, sous la glorieuse bannière étoilée. Sa haine se consume en efforts impuissants. Elle est restée debout cette nationalité comme un arbre qui, frappé de la foudre, a perdu des rameaux qui faisaient sa fierté et son ornement, mais qui, tirant sa vie du sol, renaît, après avoir été mutilé, aussi vivace et tenace qu'il l'était avant le passage de la tempête. Ceux-là ont été encouragés par des gouvernements nationaux qui s'identifient avec toutes les gloires nationales, et consacrent les plus somptueux de leurs monuments par des inscriptions aussi fortement inspiratrices des plus hautes pensées, des plus héroïques dévouements, de l'amour sans bornes de la patrie, avant tout et toujours, envers et contre tout, que celle-ci, qui surpasse en sublimité ce que Sparte et Rome nous ont légué de plus beau, à toutes les gloires de la France. Versailles, et, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, Panthéon, et, à ceux qui sont morts pour la liberté, la colonne de Juillet sur la place où fut la Bastille.
Il est ailleurs des négoces plus prospères, des industries plus développées, des cultures plus productives que les nôtres, mais il n'y a nulle part ailleurs un clergé plus national, ni plus édifiant que le nôtre, plus dévoué à sa mission évangélique, qui ne cesse de crier « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix aux hommes de bonne volonté sur la terre, de quelque race, de quelque couleur, de quelque croyance qu'ils soient. » Ce clergé est, en outre, par sa situation légale, aussi bien que par ses affections et ses intérêts, soumis à partager le sort heureux ou malheureux de cette grande classe des cultivateurs, dont principalement il recrute ses rangs, avec qui son bien-être, son existence de corporation et individuelle, sont plus étroitement liés, qu'ils ne le sont en aucun autre pays. Il n'est pas ici le marchepied du trône et de l'aristocratie. Il n'est pas asservi, comme jadis il le fut en France, à remplacer, dans l'épiscopat, le plus pur et le plus auguste des hommes, un Fénelon, par le plus sale et le plus vil des roués de la Régence, le cardinal Dubois. Il n'est pas asservi à mentir, au premier de tous les préceptes de l'Évangile, comme celui d'Angleterre, qui s'empare du bien d'autrui, quand il force catholiques et dissidents à payer chèrement ses enseignements, eux qui consciencieusement croient que ces enseignements sont erronés, qu'ils sont contraires à une révélation, qu'ils pensent être divines, qu'ils sont propres, s'ils les écoutaient à fausser leur moralité, et à mettre en péril leur éternel avenir. Voilà la position humiliante et fausse dans laquelle, sur des piédestaux très élevés, mais cimentés d'artifices et de sophismes, sont installés les clergés, sous les gouvernements qui veulent l'alliance intime de l'État et de l'Église. De l'État qui, dans l'Église ou hors de l'Église, ne peut bien veiller qu'aux seuls intérêts temporels des hommes, des cons est assez juste et éclairé pour reconnaître qu'en matière de religion, chacun doit conserver son libre arbitre, dépendre de Dieu seul et de sa conscience, et non pas de la loi civile. De l'Église fondée par celui qui a dit que son royaume n'était pas de ce monde, de l'Église qui ne peut bien veiller qu'aux intérêts spirituels, aux intérêts d'avenir et d'heureuse immortalité, qu'elle promet à ceux qui sont ses disciples volontaires et croyants. Telle est la masse reconnaissante de nos cultivateurs à l'égard de ces pasteurs. Grâce à Dieu, nos cultivateurs ne sont pas moulus et mouturés, comme le sont les ouailles d'un clergé d'État. Pour un travail de toutes les heures du jour ou de la nuit, à chaque instant où l'on vient demander son aide, notre clergé reçoit une rétribution modérée, de ceux qu'il chérit et dont il est chéri, qu'il instruit, parce qu'il aime à l'entendre. Notre clergé sort du peuple, vit en lui et pour lui, est tout par lui, n'est rien sans lui. Voilà une alliance indissoluble. Voilà l'union qui fait la force, parce qu'elle est libre et indigène, non forcée ni d'importation. Voilà un gage d'indestructibilité pour une nationalité, qui est guidée par les pasteurs éclairés et vertueux d'un peuple vertueux et confiant en eux, soustrait les uns et les autres à l'influence d'autorités, si longtemps hostiles à leur nationalité. Elle s'est accrue en 80 ans, en dépit de cette hostilité, de moins de 60 000 personnes à plus de 600 000. Maintenant que les jours de persécution violente sont écoulés sans retour, elle va progresser plus rapide que jamais, quand bien même la persécution se déguiserait, sous les amorces de la faveur, des profits et des honneurs, parce que ces séductions ne pourraient au plus agir que sur très peu d'individus dans les villes. La séduction y serait circonscrite. Les masses, dans nos campagnes, y seront toujours inaccessibles, elle ne peut devenir contagieuse. Le clergé et le peuple en communion de doctrine, d'affection et d'intérêt, auquel le gouvernement extérieur est incapable de s'associer cordialement et en permanence, quoi qu'il puisse le faire dans ces moments d'embarras, comme 1774, 1790 et 1812, n'ont pas heureusement grand-chose à lui demander. De plus, ils n'ont rien à craindre de ces erreurs volontaires, ni involontaires, si le gouvernement responsable a été octroyé de bonne foi. Qu'il ait été promulgué par une prévoyante nécessité, ou par un sentiment éclairé de justice,
c'est le gouvernement de la majorité du peuple en Canada, car ici il n'y a pas autre chose qu'un peuple de propriétaires, dont ce gouvernement doit dépendre, par qui il doit être dirigé, pour qui il doit agir. Le prolétariat est si peu nombreux, qu'il n'y aurait pas moins de lâcheté que d'injustice, à ne pas le faire entrer dans le droit commun, pour en former des citoyens reconnaissants. C'est un gouvernement intérieur et national, la nationalité est donc sauvée. S'il n'était pas tel dans la volonté et les calculs de ceux qui l'ont donné, il le deviendra par le fait de ceux qui l'ont reçu. Les Lumières du XIXe siècle, la voix des plus puissants génies en Europe, de ceux qui aiment le système électif, de ceux qui le haïssent, de ceux qui en attendent beaucoup de bien, de ceux qui en craignent beaucoup de mal, proclament qu'il n'y en a pas d'autre de possible en Amérique. Laissons donc pénétrer les lumières et les idées politiques du siècle où nous vivons, rien ne peut les intercepter. Voyons combien notre organisation territoriale, réglée par le gouvernement prétendu oppresseur de la France, est favorable à la vie des peuples. Nous sommes dans une 15e année de disette. Non seulement elle n'a pas tué un seul d'entre nous, mais nos cultivateurs, contraints à l'ordre et à l'économie, par cette calamité, doivent moins aujourd'hui, qu'ils ne devaient à son début. Voyons combien l'organisation territoriale de l'Irlande, réglée par le gouvernement et l'Église aristocratique de l'Angleterre, est fatale à la vie de ce peuple. Une seule année de disette a littéralement tué un dixième de sa population, malgré tous les efforts et la bonne volonté d'un État et d'une Église aristocratique, trop obérés et nécessiteux, par leurs besoins de luxe, qui sont sans limite, pour venir en aide avec efficacité, aux plus pressants besoins de la nature, qui sont si limités. Et pourtant le sol ne manque pas à l'Irlande. Un quart de sa surface est inculte, parce qu'elle n'a jamais eu un gouvernement national. Quand elle eut son parlement propre, il fut celui d'une minorité persécutrice, possédant un tiers du sol, confisqué à ses légitimes propriétaires, condamnant les 2 autres tiers du pays, à l'anarchie et à la stérilité. Enfin les principes humanitaires de l'Amérique et de la France en Révolution commencèrent à faire naître l'amour de la nationalité, même dans ce Parlement si vicieusement constitué. Il parla de pacifier et de polisser, de réunir, dans les liens d'une fraternité commune, les Irlandais des 2 cultes, ceux qui avaient été pendant des siècles exhérédés de la propriété, tant elle était possédée précairement par eux, ceux qui avaient été mis hors la loi, parce qu'ils tenaient à la seule consolation, qui leur resta sur terre, leur foi, sans culte public, car il était proscrit. Il souhaita que l'Irlande fût moins malheureuse. Ce vœu parut à Pitt, à Castleragh, à l'Église établie par la loi. Ils conjurèrent à la ruine d'un Parlement appelé au repentir du passé, à la réparation du mal, à l'inauguration de la loi et d'une justice égale pour tous, par les voies pures et incorruptibles des Carans, des Grattans et autres patriotes dévoués. Ils donnèrent à l'Irlande, en vue de détruire cet esprit naissant de nationalité, une union sur le modèle de laquelle la nôtre est calquée, et crurent avoir noyé cette terre de désolation séculaire, dans son sang et dans ses pleurs. La terreur et l'embarras ont suivi ce grand crime. La Providence, dans les temps marqués par sa miséricorde, suscita le Libérateur. Depuis Moïse, nul autre mortel qu'un homme inspiré comme Daniel O'Connell, puissant en œuvre et en parole, n'a eu la consolation de conduire son peuple, de la terre de la servitude, aussi loin vers la terre de repos et de liberté qu'il lui a promise, où il est à la veille de pénétrer, quoique, encore une fois, le conducteur n'ait pu la voir que du haut de la montagne, placé dans le désert sauvage, à la frontière de la contrée, où couleront l'huile et le miel, où seront installées la force et l'abondance, quand demain l'Irlande se gouvernera elle-même. De retirer son peuple d'un état d'infériorité légale, aussi inique que celui qui découlait, de plusieurs siècles d'oppression,
pour élever, en théorie d'abord, et bientôt en pratique, la plus opprimée et la plus humiliée des nationalités, celle de l'Irlande, à un niveau de parfaite égalité, avec celle qui, il y a peu d'années, était la plus superbe et la plus altière du globe, la nationalité britannique. Honneur à la mémoire de celui qui a donné à ces nationaux l'enseignement qu'ils pouvaient obtenir, sans autre forme que celle d'une volonté inflexible, tout ce que leur intérêt et la justice voudront exiger. Il a prouvé par l'émancipation, qu'une fois au moins il avait prophétisé. Wellington a dit qu'il ne concédait l'émancipation qu'à la peur, pour éviter de tirer son épée fourreau, au milieu des horreurs de la guerre civile. Cet O'Connell, jusqu'alors miraculeusement grand dans son succès en faveur de l'émancipation, fut-il bien logique, quand il retenait suspendus les bras de 7 millions d'hommes, de leur dire « Je veux le rappel de l'Union. Je ne veux pas attendre à demain, je veux l'avoir aujourd'hui. Je vous jure que vous l'aurez dans la prochaine session, homme au bras de fer, au grand cœur, aux larges poitrines, gonflées de plus juste colère, qu'aucune de celles qui en aucun autre thème, en aucun autre lieu, ont châtié les tyrannies légères des Nérons, de tous les âges, oui, légères comparativement à celles que, esclaves héréditaires, vous supportez depuis des siècles. Quand vous voudrez souffler sur votre ennemi, vous délivrerez de son odieuse présence la surface entière, de la terre la plus fertile, la plus travaillée, par la plus affamée population, qu'il y ait au monde. Quand je le voudrai, votre souffle vengeur sur l'envahisseur saxon, qui seul est la cause que vous êtes chaque année décimé par la peste et par la faim, le jettera dans la mer, plus facilement que l'ouragan n'y noie la balle de froment, que vous faites croître, non pas pour qu'il sauve votre femme, ou votre mère, ou vos enfants, de la mort par la famine, mais pour qu'il fournisse aux fastueuses superfluités, que vos maîtres impitoyables étalent et dissipent, à l'étranger, en bacchanal et en débauche. Quand vous aurez le rappel, la vie et l'abondance renaîtront dans la Vertérine, la plus belle perle des mers, de la création, la fleur la plus belle. Mais il n'est pas temps encore. Prouvez à Wellington que je vous ai discipliné à être les plus patients des hommes, qui aient jamais souffert persécution. Prouvez-lui que mon empire sur vous n'a pas de bornes. Mourez, il n'est pas temps que je vous restitue le droit de vivre, que vous m'avez confié. Je veux le rappel aujourd'hui. Le Parlement et le duc disent qu'ils ne la céderont que quand ils auront peur de la guerre civile. Mourez, il me faut calmer leurs nerfs tracassés. Je leur garantis que, quoi qu'il se rie de vous et de moi, que quelque dédain qu'il affecte pour vos maux et vos plaintes, pour les lois de Dieu, et pour le cri de l'humanité, j'enchaînerai la guerre civile tant que je vivrai. Non, il y avait d'autres voies droites, d'autres raisonnements qui n'auraient pas été faibles et contradictoires comme l'est celui-là. L'un vague, propre à jeter la terreur dans le cœur, le remords dans la conscience des tyrans, l'incertitude dans leurs conseils, sur ce qui pourrait inopinément éclater ou ne pas éclater. L'autre, plus prudent, de dire à ceux qui l'avaient commencé à émanciper. Ne vous levez pas, vous seriez terrassés. Agitons, parce que par là nous nous créons des sympathies, partout où il y a des hommes faits à l'image de Dieu, qui est toute bonté et toute justice. Au jour prochain de sa pitié pour nous, des alliés nous viendront en aide, de tous les points de la chrétienté. Alors nous dirons ensemble à nos oppresseurs, soyez justes ou soyez châtiés. Il n'en est pas moins vrai que la conquête de l'émancipation, le triomphe d'O'Connell contre les oppresseurs de son pays, était plus imprévu, difficile et prodigieux que celui de Washington sur les oppresseurs du sien. L'étendue du bienfait, qui était la seule mesure préliminaire, qui put amener la régénération de l'Irlande, inscrit O'Connell au rang des plus signalés bienfaiteurs de l'humanité entière, et le plus distingué des enfants de son pays, dont les grands hommes ont été si nombreux, qu'ils doivent être nommés légions. O'Connell a promis qu'il enchaînerait la guerre civile pendant qu'il vivrait, mais il a aussi prédit qu'elle serait déchaînée à sa mort, si l'Union n'était pas abrogée. Il n'y a pas d'alternative.
L'Irlande, avec toute la chrétienté pour allié, voulant avoir sa nationalité commise à la garde de son propre Parlement, il faut choisir entre concéder le rappel ou perdre l'Irlande. Justice, justice trop tardive il est vrai, mais justice à la fin, sera donc rendue à ce pays des longues douleurs. Les Franco-Canadiens y applaudiront avec une joie indicible, puis à leur tour échappant au même sinistre projet de commettre la garde de leur propre nationalité à d'autres qu'à eux-mêmes, ils verront les Irlandais leur aider à faire triompher le principe qu'ils invoquaient pour eux-mêmes. Oui, ils auront l'appui des Irlandais, qui, dans les élections, ont en grande majorité toujours été nos amis, de ces Irlandais qui, dans la presse, ont défendu la cause commune de l'Irlande et du Canada avec autant d'habileté et de patriotisme que le firent mes amis intimes, les Waller, les Tracy, les O'Callaghan. L'alliance entre les opprimés est juste et naturelle. L'alliance entre les hommes libres ou dignes de l'être, du nord au sud, de l'Orient à l'Occident, est juste et naturelle. Bientôt les droits des peuples, en Amérique du moins, s'obtiendront si facilement par la presse, par l'électricité, par la vapeur, par l'échange rapide des produits de l'industrie et de ceux de l'intelligence, ces moyens humanitaires nouveaux de progrès, de civilisation et de bon gouvernement, que c'est par eux, plus souvent que par l'épée, que se formuleront des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, qui partout auront entre elles d'étroites analogies. Tant la France et les États-Unis ont acquis de prépondérance, pour décider la refonte nécessaire, de presque toutes les sociétés européennes. Les États-Unis, par l'éblouissant spectacle de leur prospérité, par celui de la grandeur plus que romaine, de leur prochain avenir. La France, par l'universalité de sa langue, étudiée par toutes les classes instruites de l'Europe. Paris, avec la multitude de ses établissements scientifiques et littéraires, avec le grandiose de ses décorations, avec la gaieté, le savoir, l'exquise politesse de ses salons, et l'école où viennent finir leur éducation, presque tous ceux qui, par leur position sociale, sont appelés à influer sur les destinées prochaines de leur pays. Paris, avec 20 bibliothèques gratuites encombrées, tous les jours de l'année, par les hommes les plus éclairés du monde, réunis ensemble de toutes les parties des deux continents, avec des cours gratuits, sur chaque partie de l'universalité des sciences utiles et agréables, cédant volontiers par la voie de l'élection, de l'instruction des étrangers, auxquels elle accorde les plus grands honneurs politiques et littéraires, tout comme à ses nationaux, aux de Candolle comme aux Jussieu. Aux Blanqui, Orfila, Rossi, comme aux Arago, Chateaubriand, Tocqueville, Lamartine, et 1000 autres qui sont les uns et les autres, dans les charges publiques les plus élevées, dans les professorats et dans l'Institut. Paris, avec son concours infini, innombrable, de grands hommes, et le cerveau puissant qui, sans cesse et sans relâche, sécrète, à l'usage de l'humanité, des idées de réforme, de progrès, de liberté et de philanthropie. C'est là qu'accourent de toutes les parties de l'Europe ses têtes les plus fortes et ses cœurs les plus chauds, dans leur désir de faire du bien aux hommes leurs frères. Disciples d'une même école politique, ils voient de la même manière, où trouver la combinaison la plus propre, à procurer le plus de bien possible, eu égard aux obstacles divers, que leur opposent les actualités et les antécédents divers des sociétés. Ils partent tous de même foyer d'instruction, pour se répandre chacun dans leur pays, où ils portent un fond d'idées communes, légèrement modifié par des considérations locales. C'est là ce qui me fait croire qu'il y aura les plus grandes analogies dans les réformes demandées de toutes parts. De toutes parts aussi, vous voyez les peuples si longtemps endormis se réveiller à leur appel, au retentissement de leur voix, qui verse autant d'espoir et de consolation dans le cœur des opprimés, que de colère et d'effroi dans le cœur des oppresseurs. Oh! Pour qui a eu le bonheur de vivre avec tant et de si grands hommes, d'obtenir leur estime et leur confiance, les résultats prévus et prédits sont immenses et assurés. Moi, je n'en doute nullement, la plus grande partie de l'Europe sera très profondément et très heureusement réformée. Ces réformes n'avaient-elles pas été promises au milieu des périls et des terreurs de la guerre, par des souverains,
parjurent au retour de la paix, renonçant alors à leur engagement, au milieu de l'ostentation de leurs fêtes féeriques, avec leurs courtisans et leurs courtisanes. La nécessité de réformes radicales n'est-elle donc pas évidente, par le fait qu'après plus de 30 ans de paix, de professions réciproques entre tous les rois chrétiens, de leur désir de vivre en paix, en sainte alliance, en entente cordiale, les uns avec les autres, ils conservent sur pied plus de 3 millions d'hommes en armes, 10 fois plus qu'Auguste, Tibère et leurs successeurs, que le paganisme au jour de ses plus criminels excès, commandant à une population également nombreuse. Et à cette époque de décadence, sans frein religieux, n'en avait pour défendre, et l'Empire et leur tyrannie. N'est-elle pas démontrée, quand, après plus de 30 ans de paix, tous les gouvernements obéraient de plus grosses dettes qu'ils n'emportaient à la fin de 25 ans, de la guerre la plus générale, la plus meurtrière, la plus prodigieuse à verser l'argent à flots et le sang à torrents, que le monde eût encore vu, avant ces jours de lutte suprême, de toutes les constitutions vieillies, coalisées contre l'installation d'une nouvelle organisation sociale, la République. Sans l'esclavage, sans le culte sensuel et démoralisateur des derniers jours du monde romain. Voyons maintenant ce qu'a été notre nationalité dans le passé, ce qu'elle sera dans l'avenir. Sous le gouvernement français, elle fut fondée au prix du sang des martyrs de la foi, et des martyrs du patriotisme, versés par des ennemis extérieurs d'une atroce férocité, mais du moins la paix et la concorde régnaient à l'intérieur. Une fois le régime des compagnies fini, le gouvernement royal, depuis le changement de domination, trop souvent calomnié par une ignorance grossière des faits et par l'esprit d'adulation, rémunéré par celui qui le remplaça, fut judicieux et paternel, le peuple, affectionné et reconnaissant jusqu'à l'enthousiasme. À ce degré qu'un très grand nombre de volontaires de plus de 80 ans et de moins de 12 ans se rendirent, sans y être appelés, au siège de Québec. Sous le gouvernement anglais, notre nationalité a été mal vue et persécutée, depuis l'expulsion des Acadiens jusqu'à la réunion des Canadas. L'expatriation des Acadiens. Elle fut à la fois l'un des crimes politiques, le plus lâche dans ses moyens d'exécution, et le plus intrépide dans le dédain de son auteur, pour la morale et pour l'humanité, dans l'insouciance de son auteur pour l'infamie qu'il attachait à son nom, qui ait jamais souillé les annales de l'histoire. L'on réunit en masse les Acadiens, sous prétexte de leur donner des titres à leurs terres, et, dès qu'ils eurent donné dans le piège, ils se virent enveloppés soudain par la force armée et par la subtile apparition, au milieu de la paix, aux seuls et premiers jours de justice et d'allégresse qui leur eût été promis, d'une flotte immense, inattendue, qui les eût foudroyés, s'ils avaient tenté de fuir. Ils virent l'incendie dévorer la totalité de leurs habitations, des plus malheureuses il est vrai qu'il eût sur terre, dans l'ordre politique, mais dans leur intérieur social, les plus heureuses puisqu'elles furent les plus vertueuses qu'il y ait jamais au monde. Ces 18 000 victimes de la trahison, et d'une fureur insensée, qui dépeuplait sa province, d'une si grande population industrieuse et morale, pour distribuer à 1800 aventuriers, vétérans licenciés, leurs terres, les plus riches et les mieux cultivées qu'il y eut dans l'Amérique du Nord, avant cette conflagration et cette dévastation pire que vandalesque, furent jetés pêle-mêle dans les vaisseaux, sans attention à réunir les familles, à qui l'on disait menteusement, que toutes seraient débarquées ensemble, et que les familles séparées se retrouveraient. Elles furent disséminées depuis le Massachusetts jusqu'à la Géorgie. Cette nationalité acadienne n'a pu être extirpée, elle a fortifié la nôtre. Ces restes mutilés se sont peu à peu traînés en Canada, pour se grouper autour du petit nombre de ceux qui s'étaient réfugiés dans les bois, avec bien plus de sécurité au milieu des sauvages et des bêtes féroces qu'ils n'en auraient trouvé s'ils avaient prêté foi aux proclamations et aux promesses de protection, d'un gouvernement chrétien et civilisé. Ensemble ils ont formé, ici, 4 des plus riches, des plus morales, des plus industrieuses, des plus grandes paroisses du pays, l'Acadie, Saint-Jacques, Nicolet et Bécancour.
Après 1763, la France put envoyer chercher les survivants, restés en petit nombre dans les colonies anglaises, et aujourd'hui ils forment en France, au milieu de populations très industrieuses, deux communes qui rarement se marient dans les communes voisines, mais se perpétuent comme acadiens, distingués, dans un voisinage étendu, par un degré de propreté, de bonne culture et de forte moralité, qui les font aimer et admirer. Une si faible nationalité a résisté à la rage impitoyable d'une pareille tentative d'extirpation. Qu'ils sont niais et petits, ceux qui, à cette heure, complotent l'extirpation de la nôtre. Dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, le même phénomène s'est reproduit. Cachés dans les bois, sauvés de l'extermination qu'avait décrétée la politique anglaise, par l'humanité des sauvages, quelques familles, après des années de vie commune et la même, que celle des bons Abénaquis, se sont à tout risque hasardées à reparaître au milieu de ceux qu'elle avait bien raison d'appeler méchants. Pour se réunir en hameaux devenus nombreux et florissants, où elles ont recommencé la vie primitive acadienne, modèle parfait de moralité, mais dans la déplorable condition que leur a faite la persécution, elle ne fait que renaître depuis peu à l'industrie et à la bonne culture pratique. La dispersion des Acadiens. Ce crime politique, le plus brutal de ceux du XVIIIe siècle, fut enfanté dans le cerveau, et dans le fiel, d'un homme de génie gigantesque, aussi audacieux dans le mal que dans le bien, qui a donné à l'histoire d'Angleterre, plusieurs de ses pages les plus honorables, et celle-ci, de l'expulsion des Acadiens, déshonorable pour toujours à son pays et à sa mémoire, le premier Pitt, Lord Chatham. La réunion des Canadas, conception mesquine sans viabilité, avorton maladif, enfanté, parce qu'il y avait d'intégrité politique, ce n'est pas gros, parce qu'il y avait de génie, ce n'est pas grand, dans les comités soi-disant constitutionnels, dans nos deux villes, dans Monsieur Ellis, les secondant avec passion, pour vendre à des dupes, pour le prix de 150 000 louis, les terres que, peu d'années auparavant, il offrait pour moins de 60 000 louis. Dans Lord Sydenham, actionnaire ou non, avec les dupes du vendeur de Beauharnois, mais leur compère en tout cas, puisqu'il arrivait ici, décidé d'avance, sans examen comparatif des avantages ou des désavantages du canal, au sud au nord du Saint-Laurent, à jeter dans et pour Beauharnois 300 000 louis de fonds provinciaux. La confection du chemin de terre, aux frais publics au nord, ne prouve-t-elle pas qu'il serait plus avantageux que le canal le côtoyât, et que les intéressés puissent surveiller simultanément les affaires et les transports qu'ils font sur l'un et sur l'autre. Réunion des Canadas, escamotage, juste petite mesure de la force morale et intellectuelle des honnêtes gens, si haut peints par eux-mêmes et par les actes, et dont Lord Russell s'est fait le subalterne, le docile instrument, leur laissant le lucre de la spéculation et des tripotages d'argent. Et prenant pour lui et pour d'autres, la honte et la responsabilité d'une mesure, qui envahit plus ouvertement les droits de toutes les colonies, que ne le ferait une taxe pour des objets d'utilité générale. Il les a toutes taxées, car ce qui est décrété contre l'une, peut l'être contre toutes, pour le profit individuel d'intrigants, il les a toutes taxées dans leur honneur, dans le mépris affiché pour les sentiments connus et exprimés des majorités, il les a toutes taxées, dans la disposition inconstitutionnelle, anti-anglaise, d'établir une liste civile pour 5 ans au-delà de la vie du souverain. Réunion, mesure éphémère, qui constate ou la perversité d'intention de Lord Russell, ou le peu de portée de sa prévision, s'il n'a pas senti qu'en commençant lui-même le pillage du Bas-Canada, en donnant l'exemple, le moyen, des motifs et des besoins au Haut-Canada de continuer ce pillage, il plaçait l'une des sections vis-à-vis de l'autre, dans la même relation, où est placée l'Angleterre vis-à-vis de l'Irlande. S'il n'a pas vu qu'il enfantait des germes de haine et de discorde entre les populations qui ont les plus forts motifs de s'entraider et de s'entre-estimer, avec des législatures séparées, mais pour qui il y a incompatibilité d'action commune, avec des lois aussi diverses et des intérêts aussi distincts que ceux qu'avaient créés les antécédents, et qui devenaient plus tranchés, par le sacrifice perpétuel des avantages et des sentiments d'une des sections, à ceux de l'autre section.
Quoique la fondation de Québec date de 1608, celle de la colonisation permanente ne commence, pour ainsi dire, qu'en 1634, 2 ans après la restitution du Canada. Restitution, expression juste imposée dans les termes du traité de Saint-Germain, par la fierté du cardinal de Richelieu à Charles Ier. En temps de paix, par tromperie, Kirk son amiral, lorsque Champlain ignorait que la guerre était terminée, l'avait sommé de capituler, et celui-ci cédant à la famine, s'était rendu et avait été porté en France avec une grande partie de la colonie. Parce qu'elle avait été enlevée en temps de paix, il fut stipulé que c'était une restitution. Peu de temps avant sa reddition à Querques, elle avait été donnée à une compagnie marchande, qui devait avoir le monopole du commerce des fourrures, à la charge de porter au Canada un bon nombre de colons. Cette société entra, avec la plus grande énergie, dans l'exécution de cette entreprise, faisant en 2 années des envois de famille, provisions de guerre et de bouche, instruments aratoires, etc., dans des proportions telles, qu'elle eût rempli ses engagements, si elle avait pris 10 ans à faire ce qu'elle fit en 2 ans. C'était en temps de guerre, à laquelle la mauvaise étoile de Charles et l'étourderie de son favori, l'avaient poussé contre le terrible cardinal de Richelieu, véritable roi de France, quand Louis XIII n'en était que le titulaire nominal, subjugué par le génie du ministre. Pour punir le roi d'Angleterre, il l'avait humilié d'abord, puis, plus tard, il contribua à le faire tomber du trône et à faire abattre sa tête. Il était familier de cette façon de traiter ses ennemis. Il donnait ainsi à son roi un avertissement de ne pas laisser percer ses vrais sentiments d'hostilité contre lui. Fin de la première partie.